Je garde toujours mon nom. Oui. C'est simple et drôle. Enfin, oui, Yumiko Seki, Seki. Et donc, je garde. Oui, oui, oui. Et je ne l'ai pas Oui. trouvé. Et un détail qui est drôle, c'est que ma mère, j'ai envoyé ce livre à ma mère qui lit un petit peu français, mais bon, j'espère qu'il n'a pas lire. Elle a trouvé que Yuka, c'était un nom elle avait voulu me donner. Ah Mais bon. ça, j'ignorais totalement. Ah oui. Mais au Japon, on fait beaucoup de... c'est pas superstitieux, mais ça allait pas avec le nom de famille. Enfin, il y avait quelque chose un spécialiste a dit non, ça va pas, il n'y a pas assez de... Enfin, donc, elle a laissé tomber, Yumiko. Donc, elle était frappée. Ah, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Ouais. Donc c'était une surprise pour elle. Oui, vous n'avez moi pas j'ai pensé. choisi pour le personnage le nom de Yuka parce qu'il y a 2 syllabes et j'avais remarqué que les Français retenaient mal quand il y a 3 syllabes, les prénoms. Alors on m'appelle souvent Yumi qui est une diminutif de Yumiko, ko étant le suffixe de beaucoup de prénoms de filles et c'était facile à retenir. Mais donc Yuka, et quand ça termine par un O, ko, on pense que c'est un garçon, donc je voulais que ça soit très, disons, facilement reconnaissable comme prénom de fille, donc j'ai choisi Yuka, voilà. Oui. C'est important le choix de prénom, Oui, oui. très important. Pour les Japonais, il faut que ça se sente un peu exotique, en même temps pas trop compliqué. Il y en a qui est un peu long aussi. Et les prénoms des Français aussi, ça m'évoque toujours beaucoup de choses. Hein. Oui. Je pense que c'est très important quand on parle de Julien. Enfin, Oui. moi, Julien Soral Oui. de Le Rouge et le Noir. Bien sûr. Il y a des références. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre Paris et Tokyo? Oui. Tokyo, c'est plus rapide. Hein. C'est plus rapide. Il y a beaucoup plus de monde. C'est encore plus organisé, plus structuré. Il y a quelques exceptions peut-être quand on vit dans un milieu vraiment favorisé. Mais en général, c'est immense, que c'est une mégapole. Et je suis née au centre de Tokyo. J'ai été élevée donc dans un quartier qui est maintenant très peu habité. Donc déjà, la dimension de la ville est, je ne dis pas de bêtises, mais à peu près 10 fois supérieure à celle de Paris. Disons que je pense que Paris a des quartiers différents, c'est plus différencié, il y a un caractère, une personnalité dans chaque quartier, ce que j'adore. À Tokyo, c'est moins évident. Il y a des centres comme ça, enfin, assez grands. Et il y a des grands shopping centers, il y a des centres commerciaux, grands magasins, il y a des cafés, c'est aseptisé partout. Et du monde partout. Ouais. Et donc le quartier où je suis née, c'était un bas quartier du château d'Edo. Donc, traditionnellement, ce que vous voyez dans les estampes japonais, vous voyez, de Hiroshige, de Hokusai. Donc il y avait un chic, mais disons, ce côté pittoresque a totalement disparu. Maintenant, il y a des gratte-ciel. Enfin, pas tellement de gratte-ciel parce qu'il y a quand même le séisme, mais le building assez haut. Et les gens travaillent, une costard cravate. Et puis, ça va vite. Ça va vite. Il n'y a pas de choses laissées au hasard. Dans votre livre Chaud-froid, vous mentionnez par exemple que le temps en France passe autrement. Oui, je pense que je suis plus sensible à ce qui se passe, alors que quand je me souviens du Japon, de ma vie au Japon, je n'ai pas été aussi influencée par l'été et l'hiver. Quoique l'automne est une saison que j'aimais beaucoup au Japon. C'est une seule saison qui se distinguait du reste. Parce que partout, en été, il fait chaud, mais il y a la climatisation. En hiver, c'est froid, mais il ne pleut pas tellement. Donc, c'est à la fois varié et pas varié. Tout est organisé pour que les gens ne sentent pas la différence. C'est très aseptisé au Japon. Et une autre chose, c'est que comme c'est situé plus au sud, la différence
de la longueur de jour et de nuit reste stable, constante presque pendant toute l'année, ce qui est très différent ici. J'adore l'été quand il fait jour jusqu'à 10 heures du soir et que la couleur du ciel devient bleu indigo et ça dure, que ça reste comme ça et qu'on sent un petit peu le reste de chaleur mais c'est pas tout à fait frais et que les gens savourent cette longueur et c'est aussi les vacances. Les vacances, c'est vrai qu'au Japon les gens ne prennent pas les vacances. Maintenant les gens partent une semaine mais c'est vrai que ça change, ça marque l'année. Et la rentrée, ça marque aussi parce que les gens reprennent le travail, les enfants vont à l'école. Et puis après, il y a Noël, commence à faire froid et qu'il fait nuit jusqu'à 9 heures du matin et que les enfants vont à l'école dans le noir. C'est triste, mais en même temps, il y a quelque chose de chaud aussi, de caché, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on subit plus et puis on a envie d'être plus sensible, plus sensuel. Oui. À Tokyo, il fait froid, mais il fait beau pendant l'hiver. Alors, c'est vrai qu'à Paris, c'est l'automne, hein, ça tombe vraiment soudain. Et, et ça, c'est vraiment, le visage change, hein, le visage de Paris. Mais à la limite, on retrouve l'essence de Paris avec ça, avec cette saison-là. Tout ce Paris lumineux, c'est pour les touristes, finalement. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'année, il fait beau 2 mois, hein, Paris, non? Enfin, il fait chaud comme ça, et on s'en va. Hein. De toute façon, on reste jamais au mois d'août à Paris. Donc, Oui. Et lorsque vous êtes venu pour l'année scolaire, donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de Japonais dans la ville parisienne à cette époque-là? Est-ce que ça c'était 79. Pas tellement. Oui. Pas tellement. Il y avait toujours les intellectuels, des universitaires, des spécialistes. Au niveau des businessmen, c'était après, des années 80, fin 80, à partir de 85, 86, comme la bulle économique était en train de se développer, il y avait énormément d'entreprises japonaises et tous les Japonais étaient devenus plus riches, donc c'était facile de se payer en voyage et pourquoi pas acheter un petit studio. Et il y a de plus en plus de Japonais à cette époque-là. Mais en 79, c'était assez rare. Et en plus, le yen n'était pas forte. C'est une année où la monnaie japonaise valait à peu près, disons, un tiers de ce qui est aujourd'hui par rapport ouais. Donc, ce n'était pas... Ouais, ouais. Et oui, après, c'est vrai qu'il y avait des gens dans la mode, pas encore énormément dans la cuisine, et dans la mode, il y avait déjà quelques célébrités. Kenzo s'est déjà fait le prénom à l'époque. Oui. Ça commençait déjà, mais assez limité, je pense. Mais par contre, dans le domaine intellectuel et culturel, peut-être il y avait plus de gens. L'influence culturelle, intellectuelle de la France, le rayonnement était plus important à l'époque que maintenant. Je pense. Il y avait des mouvements comme les nouveaux romans. Bon, il y avait encore Sartre qui était vivant. Enfin, Sartre est mort. Je me souviens très bien, en avril 80, j'étais chez les amis justement étudiants. Je ne sais pas si c'était juste après. Roland Barthes est mort aussi, donc c'était la fin d'une époque. Donc c'est vrai que Sartre a beaucoup marqué l'intellectuel japonais. Il y avait, oui, pas mal d'éminence. Alors que maintenant, la littérature française existe, mais c'est comme ça a moins d'influence au Japon. Au Japon, je parle, peut-être pas en Europe, mais au Japon, les intellectuels ne rêvent pas de venir en France. Sauf des spécialistes, oui, mais ce n'est pas une tendance. En 70, c'était la France qui avait le rayonnement culturel dans le monde. Oui, c'est très classique ce que je vais dire, oui. Mais j'ai découvert le surréalisme,
ce qui était fondamental. Et je pense que la rencontre avec ce mouvement m'a totalement orientée vers la France. Et après, l'existentialisme, c'était bien, mais bon, je n'étais pas assez intellectuelle, enfin, disons, c'était trop cérébral, et en même temps, c'était bien aussi, mais c'est vraiment les surréalistes. Même maintenant, j'adore surtout les tableaux, mais les tableaux expriment beaucoup de choses. Quand je vois Max Ernst, qui est d'ailleurs pas français, mais bon, il y a beaucoup de pas français. Hein. J'adore Marguerite, il est belge. Delvaux est belge, enfin, il est un post-surréaliste. Mais tout était concentré à Paris, voilà. Et comment vos parents ont réagi à ce désir de venir à Paris? Est-ce qu'ils vous soutenaient complètement? Est-ce qu'il y avait des réserves? Pour un an d'études, ils étaient tout à fait contents. Oui. Oui, un an d'études. Oui. Oui. D'autant plus que ma mère a vécu sa jeunesse pendant la guerre. Elle était très frustrée de ne pas avoir fait des études. Et elle était très, disons, attirée par l'art, les beaux-arts et la musique classique. Donc j'ai commencé à jouer de piano très jeune et m'amener dans des concerts, dans les musées. Et il voulait donner une éducation artistique, même si elle ne voulait pas qu'on devienne artiste. Mais c'est une sorte de culture que j'ai commencé à découvrir très jeune. Alors, donc c'était le surréalisme. Elle m'encourageait d'aller voir des expositions voilà, de toute l'époque aussi, mais même très contemporain. Andy Warhol, elle adorait avec moi. Donc, quand j'ai commencé à faire des études littéraires françaises, et que c'était la suite logique, hein, si j'ai pu obtenir une bourse, c'était une bonne chose. Mais choisir vivre en France, j'étais très triste. Oui. Ouais. Moi, j'ai su, pendant la première année, et j'ai su en juin 80, et que je ne voulais plus retourner au Japon. Mais je suis retournée après, quand j'ai fini mon année en tant que boursière, je suis retournée au Japon. Mais j'ai su pendant cette période et que tout n'allait pas toujours comme je voulais, enfin comme je l'aurais souhaité, mais je sentais que les efforts que je faisais me plaisaient. Alors qu'au Japon, même si j'essayais tout, c'était des choses que je ne voulais pas. C'est instinctif. Ouais. Et il y avait quelques amis de la faculté, de l'université japonaise, qui sont venus en mars, par là, mars-avril, qui m'ont rendu visite parce qu'en fait, ils avaient fini les études, et un petit voyage en groupe, c'est bon. Et c'était agréable pour moi de retrouver des amis, mais je me sentais déjà à l'autre côté. Ouais. Ouais, le changement a été effectué. Est-ce que ça a changé depuis des années que vous êtes en France? Est-ce qu'il y avait un certain traitement ou un certain abord quand vous étiez dans la rue quand vous aviez 20 ans? Oui, parce qu'avant, autrefois, le Japon, c'était l'estampes japonaises, donc quelque chose d'érotique et en même temps un peu caché, un peu tabou. La tradition, la culture qui est tellement lointaine qu'ils ne connaissaient pas. L'exotisme attire, en même temps ça effraie aussi. Ça facilite le premier contact et après ça va pas loin ou bien ça fausse aussi le rapport. C'est comme dans le film de Truffaut, Domicile conjugal, il y a donc Jean-Pierre Léaud qui séduit une japonaise qui ne dit pas un mot, elle est jolie et puis finalement quand même il va retourner voir sa femme. Donc c'est un peu ça aussi, il y a quelque chose d'attirant mais c'est trompeur. Alors que maintenant, le Japon présente beaucoup d'autres aspects. C'est un pays technologiquement très évolué. C'est plus un pays de copieurs, donc ils sont des créateurs. Tout ce qui sort du Japon, les gens sont totalement béates. Enfin bon, moi, j'aime pas du tout, mais bon, sauf la mode. La mode, j'adore. J'adore la mode japonaise. Mais et puis maintenant, c'est toute l'Asie. Quand je suis là, est-ce que vous êtes coréenne, chinoise japonaise? C'est peut-être un peu. Enfin, c'est pas mal, japonaise,
c'est évolué, c'est évolué. Hein, autrefois, d'abord, c'était est-ce que vous êtes vietnamienne ou cambodgienne, hein? L'Indochine était plus présente. Aujourd'hui, c'est soit la Chine, la Corée, le Japon. Le Japon étant une sorte de happy few, donc c'est un pays riche. Alors que, et donc l'attitude des gens par rapport à nous, ça a beaucoup changé. Hein. C'est plus de condescendance. Avant, il y avait quand même un point de condescendance de ces gens qui ont une culture un peu bizarre, certainement riche, mais on ne comprend pas très bien, mais fascinante. Et là, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en avance, ils ne comprennent pas très bien, mais en même temps qui sont drôles. D'ailleurs, j'ai une photo des jeunes japonaises totalement délurées. C'est très superficiel, mais il faut le dire. Hein. Il faut le dire que la mentalité n'est pas... pas évoluée, mais c'est assez... je dis pas que c'est creux, mais c'est assez uniforme. Je veux dire. À l'intérieur, les gens n'ont pas de variété. Il n'y a pas tellement de différence. Donc ils sont tous un peu pareils. Ces gens qui ont des tenues très extravagantes, différentes. Alors que intérieurement, en France, possède plus de différences. Donc, voilà. Ouais. Enfin bon, donc là, d'ailleurs, c'est... je ne suis plus abordée par les gens par mon aspect exotique. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être. Je ne suis plus abordée du tout. Certainement pas, certainement pas. Moi aussi, je cherche mon identité à moi. Et donc c'est toujours ce questionnement. Et c'était pas forcément le modèle de cette japonaise, ni je veux pas absolument ressembler à une française, mais c'est quelque chose que j'aimerais me ressembler à moi. Et moi, c'est vrai que c'est assez... c'est un travail de tous les jours. Et voilà. Donc, je développe ce moi ici. Et je ne veux surtout pas ressembler à un modèle, sachant qu'on est tous liés à des modèles, mais on choisit. La vie, c'est la succession de choix. Alors, j'ai choisi la France, j'ai choisi cette culture, et je ne me place déjà à choisir aussi le positionnement par rapport à cette culture. Et je ne me considérais pas française, jamais. Je me considère disons quelqu'un d'origine japonaise qui vit en France. Avant, j'ai beaucoup évolué dans le milieu de télévision et un petit peu de cinéma. C'était un peu ma famille. Et quand je sortais des gens, enfin, dans d'autres domaines, c'était un peu différent. Quoi. Je me sentais pas chez moi. Maintenant, ça a changé. Grâce à mes amis, je vois des gens différents. Et comme je n'ai pas... je ne suis pas née dans un milieu précis. Je ne peux pas être cataloguée ni bourgeoise de 16e, ni bobo de Canal Saint-Martin. Je n'appartiens à aucune classe. Et mon compagnon, c'est pareil, il a beaucoup voyagé, donc il est français de souche, mais il ne répond pas disons, il n'appartient pas à une catégorie stéréotypée, heureusement. Et vos enfants sont biculturels, parlent le japonais? Oui, enfin, elles savent qu'elles sont franco-japonais, mais elles sont plus français que japonais. Ouais. Moi, j'ai du mal à faire des enfants bilingues déjà, je fais des efforts, mais j'ai choisi la France, moi, donc à l'époque, je dis beaucoup à l'époque, au moment où je suis venue et que j'ai eu mon fils, nous avons fait nous avons essayé de nous intégrer à la société française. Maintenant, les Français adorent leur exception culturelle. Donc, quand on est différent, diversité culturelle maintenant, on dit ça. Donc, des jeunes couples conservent beaucoup plus le côté exotique. Et moi, je fais ce que je veux, en fait. Ouais, je vis ici et que je ne veux pas traîner
je garde ma culture japonaise à ma façon, mais je ne cherche absolument pas à me nourrir de nourriture japonaise. Euh, ce n'est pas, ce n'est pas important, disons que ce n'est pas essentiel pour moi. Euh, je vais au Japon pour, euh, pour mes enfants. Si je m'écoutais moi-même, j'étais vraiment toute seule, s'il n'y avait plus ma mère, je n'ai pas besoin d'aller au Japon. Je préfère aller en Chine ou à un endroit que je ne connais pas. Je suis beaucoup plus curieuse de découvrir autre chose. Ce que le Japon a, ce n'est pas quelque chose qui m'attire profondément. C'est horrible, hein, peut-être à dire, mais c'est ma nature. Hein. Je suis attirée par des choses que je ne connais pas et je pense que j'aime profondément la France. Quand il y a la France qui change, où il y a des choses qui sont, ouais, qui n'existent plus. Autrefois, c'était différent. Mais j'ai suivi cette évolution avec des Français, donc maintenant je me suis attachée à la culture française et je n'ai jamais regretté mon choix. Et vous avez commencé à étudier la langue française quand vous étiez encore au Tokyo. Oui. À quel âge? J'ai commencé à, disons, 16-17 ans. 16-17. J'avais déjà commencé à apprendre l'anglais, Oui. donc déjà je n'étais pas très douée, mais là, j'ai fait pas mal d'anglais et puis le résultat est désastreux. Mais le français, et j'ai été très intéressée, donc évidemment c'était différent, difficile, mais j'étais tellement motivée que j'étais curieuse de découvrir. Et j'ai fait beaucoup d'apprentissage basique. Hein. Il y avait à la radio, il y avait des émissions tous les jours. D'ailleurs, c'est très studieux, il faut écouter tous les jours. Et j'ai écouté 2 ans parce que la première année, je n'ai pas tout écouté. Et c'est à la fois laborieux mais intéressant. Et comme ça, j'ai fait rentrer la base. Mais vraiment, oui, totalement passionnée. Et petit à petit, mais la chose difficile, c'est quand on entend parler des vrais Français, on ne comprend pas. Enfin. Et c'est pas seulement parce qu'ils parlent plus vite, parce qu'ils vivent autre chose. Quand quand j'étais à l'école de la langue au Japon avec les professeurs français, à la limite ils font attention, hein, et ils parlent des choses ils connaissent le Japon, donc on a les mêmes références, donc on se comprend. J'arrive à Paris, les étudiants qui parlent avec le langage branché et qui ont vu des films que je n'ai pas vus, qui connaissent les magasins que je ne connais pas, donc c'est pas facile, donc les références sont... Et à partir d'un certain, disons, quelques mois passés, on s'habitue petit à petit. Et oui, même regarder la télévision, c'est important. J'avais acheté un poste de télé noir et blanc, d'ailleurs j'ai peut-être comme ça aussi, et j'ai regardé le journal, toujours le journal, avec PPDA qui débutait, avec Christine Ockrent. J'étais d'ailleurs choquée par la façon de parler de ces présentateurs qui étaient sèches et c'était comment une femme parle comme ça. J'étais vraiment des journalistes parlaient comme s'ils étaient en colère en permanence. C'est comme ça qu'ils parlent. Et alors qu'au Japon, comme aux États-Unis, aux États-Unis c'est un peu trop caricatural, mais au Japon aussi ils parlent plus, disons, avec plus de douceur. Ouais, mais c'est important de suivre des sujets d'actualité pour comprendre de quoi les Français parlent. Ouais, ouais. Ça soulève une question juste Oui. très rapide. Est-ce que votre voix change quand vous parlez en japonais, quand vous parlez en français? Oui, c'est vrai, c'est peut-être possible. Parce que moi j'ai une voix plutôt grave et en français ça passe mieux qu'en japonais. Oui, oui, ouais. Chaque langue a des fréquences, c'est ça? C'est clair. Ouais. Et la fréquence qui va mieux avec
la langue japonaise peut-être plus haute. Mais bon, je peux parler, hein, je peux parler comme ça. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on a du mal à vous catégoriser dans les librairies? Est-ce qu'on vous met littérature de l'Orient? Est-ce qu'on dit littérature française? C'est une littérature française écrite par une étrangère, mais c'est la littérature française. Et est-ce que c'est un honneur pour vous d'être présenté oui. comme ça? Je suis ravie. Oui, oui, oui. Ouais. Mais j'ai toujours écrit toute ma vie, en japonais quand j'étais au Japon, et j'écrivais toujours. Donc pour moi, écrire, c'est quelque chose de... Je n'ai jamais arrêté ni commencé d'écrire. Et quand je vis en France, j'écris en français, c'est naturel. Et j'ai fait toujours j'ai écrit des idées, des pensées, une sorte de journal. Oui, comme je n'ai pas toujours un psychanalyste en face de moi, j'écris moi-même. Et en écrivant, les idées deviennent plus claires. C'est une question d'hygiène. Donc j'ai commencé comme ça. Et j'avais envie de faire une sorte de mémoire au départ. J'adore écrire en français. Peut-être pour la musique que la langue française peut avoir. Moi, je ne ressens pas la même musique en écrivant en japonais. Ouais, moi, c'est plus musical en français. Et j'ai d'abord commencé à une sorte de mémoire, et après, quand j'ai voulu publier, c'est beaucoup plus difficile. En fait, là, c'était des doutes. Est-ce que j'ai le droit de publier, enfin d'essayer de publier, parce que c'est pas encore publié, espérer publier en français, mais la seule possibilité de savoir la réponse, c'était d'essayer, quoi. Donc j'ai essayé. Et j'ai essuyé beaucoup de refus. Mais quand je suis arrivée à cette version-là, bon, ça c'était la bonne. Entre-temps, j'avais rencontré une fois un auteur français, puriste, qui m'a déconseillé d'écrire en français. Et ce n'est pas le seul. Les puristes n'aiment pas que les gens osent un défi déraisonnable. Mais je pense que chaque défi a son intérêt, et c'est même enrichissant pour la langue française que les étrangers écrivent, essayent. Ça, en plus, la langue française perd son rayonnement, quoi. Donc il faut faire essayer. Il ne faut pas que la langue, c'est quelque chose qui vit. Il ne faut pas que ça soit figé dans les œuvres de Proust. Même les auteurs comme Frédéric Beigbeder. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit, mais c'est un style, et c'est bien, parce que c'est moderne, et il dit beaucoup de choses vraies. Il faut que ça vive, quoi, la langue. Ouais. Oui, oui. Est-ce que l'expérience d'être mère a changé votre perspective, vous pensez, dans l'écriture, dans la vie? Est-ce que vous avez peut-être choisi ce moment de devenir écrivain publié? Ah oui. Quand j'ai eu mon fils il y a 20 ans, je commençais à écrire une sorte de mémoire, enfin pour moi, parce que j'avais besoin d'écrire quelque chose comme ça. Et ça coïncide à peu près à cette époque-là. Et puis, après, quand j'ai eu mes filles qui sont plus jeunes, avec, disons, 12 ans et 15 ans d'écart avec le premier, il y a une chose, c'est que j'ai pas arrêté, mais j'ai diminué mon travail que je faisais avant, donc je me suis un petit peu éloignée de la télévision, donc j'avais plus de temps. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de plus personnel. Et j'ai commencé à me donner plus à l'écriture après la naissance de ma deuxième fille, c'est-à-dire mon troisième enfant, c'est vrai. Qu'on a envie de se concentrer davantage. Ouais. Mais dans le contenu de l'écrit, ça n'a pas tellement influé, parce que j'ai déjà eu mon fils avant, et puis
c'était naturel. J'ai l'impression d'avoir été mère tout le temps. Donc, oui, comme mon fils était assez grand, à 12 ans, j'ai eu une autre fille, ensuite donc c'est vrai, après mon fils, j'espère qu'il va faire un autre enfant, enfin un enfant, et comme ça je vais être grand-mère. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la présence de petits enfants. Oui, oui. Est-ce que vous avez quand même censuré quelque chose ou est-ce que vous avez laissé quand même... Oui, je ne me suis pas censurée, mais j'ai essayé de me centrer sur enfin, des, euh, des choses essentielles et que je ne me suis pas vraiment lâchée. Je n'ai pas pris beaucoup de risques. Je voulais que ça soit vraiment, ça sorte, ça soit quelque chose de c'est pas fou, mais comme c'est difficile, je voulais assurer vraiment. Donc le style est assez minimaliste, les phrases sont concises. Ce n'est pas, je n'ai pas pris d'audace. Le deuxième, celui que je suis en train de travailler, est plus audacieuse. Enfin, un peu plus. Quoi. Disons que ça devient à la fois plus personnel et je suis plus je suis confiante. Alors que là, j'avais peur, donc j'ai beaucoup de... Je voulais que ça soit vraiment bien. Enfin, bien, mais pas... Enfin, il n'y a pas de dimension démesurée, je pense. Ce qui est un peu dommage, mais c'est aussi le parti pris. Je voulais que ça soit un peu zen, un peu minimaliste, des styles incisifs. Je voulais pas des monologues qui... parce que moi, personnellement, quand je parle, si je saute de coq à l'âne, j'ai des idées qui partent un peu partout. Et là, j'ai évité tout ça, j'ai essayé de me concentrer. Ouais. Justement, ce qui me frappe dans ce livre, c'est la structure. Oui, Est-ce oui. que ça vous est venu tout de suite, cette J'ai structure-là? beaucoup travaillé la structure. Et j'ai travaillé dans la télévision. J'ai réalisé des documentaires, même des reportages de documentaires. Et c'est aussi une structure. Hein. On fait des synopsis et puis on fait des interviews. Donc ça change constamment, on se corrige. Mais c'est vrai que c'est très important. Même quand on fait le montage, gros plan large. Enfin, il y a un certain langage, un vocabulaire que j'ai appris en faisant la télévision. Et c'est comme le cinéma. Enfin, c'est pas exactement la même grammaire, mais il y a ça aussi. Et donc, moi, quand je travaille, je fais une structure, je fais le plan. Et si c'est comme ça que je travaille, il y a des gens qui écrivent comme ça une fleur, mais moi, c'est pas du tout ma façon de travailler. Et je voulais qu'il y ait un contraste, et c'est important, donc ça devient plus fort. De chercher les répondants, parce que c'est pas évident de découper. Donc, ouais, beaucoup réfléchi là-dessus. Ouais. Oui. Il me semble que certains de ces personnages sont en quelque sorte des personnages marginaux. Oui, aussi. Mais c'était aussi pour montrer cette attirance vers la différence, la marginalité, et qui devient petit à petit depuis l'enfance. Donc, cette attirance est éveillée et ça s'intensifie. Et l'héroïne est toujours intéressée par quelque chose de différent finalement. Attirée en même temps, elle a peur, mais bon. Et ce qui justifie en fait l'attirance vers l'Occident. Voilà. Donc ces personnages sont charismatiques pour l'héroïne parce ils ont chacun un rôle important. Ça éveille en elle disons, soit une émotion, soit une sensibilité, une sensualité, des choses qu'elle souhaite développer en même temps, elle n'ose pas totalement. Et à la fin, en France, quand elle vient à Paris, ça devient une chose un peu normale parce que tout est déjà en contact avec la différence. Alors que pendant toute l'enfance, la jeunesse, donc elle découvre petit à petit la différence, elle est en contact, elle est attirée par ça. Ouais. Ouais. Petit à petit, parce qu'au départ, disons que dans sa vie, c'est relativement japonaise moyenne. Ouais. Le milieu est tout à fait moyen. Voilà. Même une fille ordinaire peut être attirée par ça et peut développer un processus. Il y a quelque chose de très fort aussi tout au long du livre, et c'est le corps, la présence du corps qui est là, dans tous ces états qui sont toujours là. Oui. Et je pense que c'est ma démarche justement vers l'Occident.
Parce que le Japon, le corps est toujours un peu camouflé et c'est interdit. Et interdit, ça veut dire que ça existe, hein. Ça existe vraiment. Mais ce n'est pas cette façon spontanée d'aborder le corps. Et moi, j'avais envie d'aller. C'est pour ça que je fais une anorexie. C'est pas de la négation du corps, mais c'est vraiment aller pousser le plus loin possible ce désir du corps. Et aussi les odeurs aussi, qui parlent du corps. Une chose que j'ai remarqué quand j'étais à l'école de la langue française du Japon, donc j'étais avec les professeurs français, et quand on parle d'une jolie femme, belle femme en France, c'est tout le corps aussi. Vous voyez? Donc, elle a une sale tête, mais elle est belle. C'est-à-dire elle est bien gaulée, enfin, on va dire vulgairement. Elle est bien foutue. Au japonais, c'est d'abord la tête. Enfin, maintenant, c'est un peu changé. Mais dans les années 60, on ne voyait que la tête. Même si elle est petite, elle est mannequin, même, enfin, bon, que la tête. Donc, c'est vraiment le corps. Déjà, le kimono, on cache le corps. Kimono, et c'est vrai qu'on a une élégance, on admire ça, la matière, les couleurs, plein de choses, c'est très raffiné, mais le corps est totalement comprimé. Donc, alors évidemment, quand on défait le kimono, le corps devient encore plus érotique peut-être, mais ce n'est pas direct. C'est beaucoup d'hypocrisie dans le traitement du corps. Et moi, je suis profondément contre l'hypocrisie. C'est aussi ma bêtise. Je n'ai pas disons, cet raffinement de camouflage, mais je n'aime pas beaucoup. Et je ne suis pas du tout cachetière non plus. Des choses, oui. J'aimerais beaucoup savoir quel rôle joue la musique dans le livre et dans votre vie. Oui. Enfin, la musique classique, je l'ai découverte très jeune et que c'était vraiment quelque chose d'important, essentiel pour moi. J'avais une sensibilité, mais directe. J'ouvre le livre avec ce chapitre, je raconte le morceau de chemin. Dans ce disque, ça c'est vrai, c'est pas que le morceau de chemin qui m'a plu, mais enfin bon, j'ai choisi pour le roman. J'aime beaucoup Beethoven aussi. C'est au moment que j'ai commencé à faire la musique à 4 ans, 5 ans, donc c'était jeune, et que j'avais une bonne oreille. Donc c'était assez naturel, je lisais très bien les partitions, mais c'est surtout quand j'écoutais, les émotions étaient immédiates. Et je n'éprouvais pas ces émotions en écoutant les chansons japonaises. Donc c'est autre chose. Et je préférais d'instinct la musique classique occidentale. Et ça, c'est quand on aime une couleur, quand on aime une nourriture, c'est comme ça, c'était inné, quelque chose de vraiment spontané. Et j'ai continué à faire le piano. Je n'étais pas si douée que ça, en fait, mais c'était quand même très naturel. J'avais un contact permanent avec la musique. Et évidemment, les musiques populaires aussi, je suis tout à fait ouverte. Et j'ai mis surtout beaucoup de références dans le roman. C'est parce que ce sont des choses qui ont existé à la fois au Japon et en Occident, à peu près à la même période. Donc c'est aussi un lien. Et c'était drôle de savoir, enfin de montrer qu'au Japon aussi, en 76, on écoutait un G de Rolling Stones et Yellow Brick Road de Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. C'était vraiment les mêmes morceaux. Alors c'est curieux, enfin, mais il y avait des choses comme ça pareilles, mais l'environnement était très différent. Donc là, j'ai insisté beaucoup pour mettre beaucoup de références. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de jazz, enfin beaucoup, je fais de la jazz, mais oui, je continue la musique. Je participe à un atelier de jazz avec des amateurs passionnés, et je fais le piano jazz.